Salut tout le monde, vous êtes sur le podcast de rien. Ici, on parle investissement, business et réussite. Et sans transition, on va attaquer un épisode hyper riche puisque j'ai fait quelques épisodes sur l'achat-revente et je vous ai démontré que c'était une manne financière et qu'en plus, l'avantage, c'est que vous pouviez commencer avec un tout petit budget, un tout petit capital. Et ça tombe bien puisqu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'achat-revente de niche qui est en fait des sacs à main, des sacs de luxe. Et je suis en présence de Alexia Dini pour en parler. Bonjour Alexia. Bonjour Romain, merci beaucoup pour l'invitation. Bah, merci à toi. Alors, on rigole parce qu'on a tourné un épisode juste avant sur les travaux, puisqu'Alexia a un podcast, anime un podcast Story Travaux. Je vous invite à aller le voir. Et puis, si vous n'avez pas encore vu l'épisode sur les travaux, bah, allez-y, puisque c'est full valeur. On a donné plein de conseils hyper actionnables là-dedans. Alors aujourd'hui, cet épisode-là, c'est sur les sacs. Peut-être avant d'attaquer sur le vif du sujet et les questions, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire et qu'est-ce qui t'a amené à cette situation d'achat-revente sur les sacs? Oui, bien sûr. Alors en fait, moi, c'est vrai que j'ai travaillé plusieurs années en audit financier, D'accord, commissariat aux comptes ok. et à la suite de ça, donc j'ai investi en immobilier en parallèle et puis à un moment donné, s'est posé la question, finalement de quitter le salariat pour me mettre à mon compte, ce que j'ai fait fin 2022 et donc courant 2023, je réfléchissais un petit peu aux sources de revenus complémentaires que je pouvais, développer. J'adore. Et et donc je suis tombée sur le compte Instagram de Camille, Elle D'accord. investit et c'est vrai qu'en fait, elle avait commencé, elle, à faire de l'achat-revente de sacs de luxe OK. et en story, en fait, elle a partagé qu'elle lançait sa formation sur le sujet. Et donc moi, en tant que bonne élève, j'aime bien me former sur les sujets avant de me lancer comme je l'ai fait pour, l'immobilier. Trop bien. Et donc je me suis dit: «Bah, je vais faire pareil sur les sacs». En plus, c'est vrai qu'à l'époque, on était, voilà, en pleine gestion de chantier de rénovation, pas mal de choses à faire et mon conjoint me disait: «Mais tu vas pas te lancer quand même dans un nouveau truc encore?» Et je lui dis: «Mais si, si, t'inquiète, Ouais, fais-moi de confiance». l'hyperactivité, C'est un peu ça. mais en même temps, je pense que c'était peut-être aussi pour toi une petite bouffée d'oxygène. Tu avais, une appétence déjà pour les sacs à main, c'est quelque chose qui te plaisait ou rien à voir? Alors, j'aime bien les sacs à main à la base, mais D'accord, c'est vrai que le luxe, ça me paraissait quelque chose de complètement, inaccessible, tu d'accord, ouais. vois? J'avais jamais eu de sac de luxe et je me disais peut-être que je m'en paierais un jour, mais c'est vrai que ça me paraissait, voilà, dans une sphère un petit peu, «inaccessible» entre guillemets. Mmh. Et donc je m'étais dit: «C'est vrai que ça peut être un chouette moyen d'investir de manière alternative». Ça change un peu de ce qu'on voit et donc finalement, voilà, je me suis formée avec Camille et je me suis lancée et c'est vrai que c'est un type d'investissement, hyper intéressant au final. Il y a un petit côté qui ressemble à l'immobilier dans le sens où, en fait, le principe, c'est d'acheter aux enchères D'accord, des sacs, vintage, d'accord. à rénover et donc je les emmène chez le maroquinier, il refait une petite beauté sur ces sacs-là et puis je les D'accord. revends sur le marché de la seconde main. Ah! Donc il y a plein de questions qui vont apparaître, parce que je pensais pas ça du tout, tu vois? Alors première question peut-être, pour cerner un peu plus la thématique. Moi je me dis: «C'est quoi un sac de luxe?» On parle de quoi? Parce que Longchamp, c'est une belle marque, mais tu vois, ils ont des sacs un peu plus accessibles. Pour définir le sac de luxe, c'est par rapport au prestige de la marque, par rapport au montant du produit dans les boutiques? C'est quoi pour toi cette définition-là? Alors, un sac de luxe, effectivement, c'est notamment le prestige de la marque, Mmh. qui s'établit, tu vois, dans le secteur du luxe. Parce que, par exemple, bon, tu vois, on parle beaucoup des marques comme Pollen aussi, mais Pollen, pour moi, c'est pas encore du luxe. On est sur du peut-être, haut de gamme, mais on Mmh. n'est pas sur du luxe et c'est vrai que le luxe, pour moi, ça va vraiment être les marques comme, hem, Hermès, Chanel, Dior, tu vois, ces marques-là, qui sont très iconiques OK. et d'ailleurs, c'est ce qu'on conseille au départ quand on débute l'achat-revente de sacs de luxe, de plutôt cibler finalement des marques, comme ça, des marques assez iconiques, qu'on n'aura aucun problème à revendre. Ouais. Ouais, c'est pas évident en fait, c'est de dire déjà bien distinguer, je suppose, le prêt-à-porter de, revendeurs de luxe, d'ailleurs boutique de luxe, je sais pas comment on peut appeler ça. Donc toujours est-il ça, vous pouvez le trouver sur internet en tapant, bien les différencier, hein, j'adore toutes les autres marques, mais des Zara et cetera, c'est pas avec ça qu'on va capitaliser sur des produits, qui vont prendre de la valeur. Il y a quand même cet aspect, je pense, finesse du travail, on va dire qualité des matières. Et puis après, l'exclusivité, la rareté aussi va jouer sur le prix. Donc si on veut faire, un bon achat-revente, il faut viser plutôt ces produits-là. Mais ouais, c'est un débat, je suis en train de réfléchir en même temps que je te parle parce que, par exemple, tu as des marques comme Suprême,
qui sont un peu plus streetwear, etc., qui sont moins de luxe. Pour autant, il y a quand même une niche et l'achat-revente fonctionne très bien là-dessus. Bien sûr, bah, c'est comme les baskets. Oui, les Les sneakers, ça pourrait faire sneakers, un épisode. D'ailleurs, je recherche quelqu'un là-dessus. Max Limol, si tu m'entends, j'ai besoin de toi. et c'est vrai que les sneakers, c'est pareil, ça peut être, un sujet pour de l'achat-revente. En fait, l'achat-revente, on peut le faire sur plein de choses. On peut le faire aussi sur du vin, on peut le faire sur des objets d'art, on peut le faire sur des bijoux, et après, c'est juste que voilà, on se trouve une niche effectivement et c'est un peu comme tout, c'est-à-dire que quand on débute un investissement, le mieux, c'est un peu de se spécialiser, on va dire, sur un Ouais, c'est ça. produit pour éviter de trop, «s'éparpiller» entre guillemets et maîtriser le produit pour dupliquer, on va dire, la méthodologie. Ouais, je suis de ton avis et moi, je suis comme toi, j'aime bien l'achat-revente, j'en fais un petit peu sur d'autres domaines. Pourquoi? Parce que c'est le truc, c'est un peu passion finalement, donc tu as le côté aussi un petit peu chiner les bonnes affaires, donc le côté un peu passe-temps, quand tu fais des vides-greniers, tu as un œil un peu plus alerte sur ces thématiques-là et c'est vrai que c'est, à la portée de tout le monde finalement. Tu peux avoir un petit capital et commencer, voilà, à te faire un petit kiff là-dessus. Par contre, faut être passionné parce que pour être bon sur l'achat-revente, il faut avoir une bonne notion, des tarifs d'achat du coup, pour bien acheter et de revente et donc, bah, faut un minimum aimer le sujet, je pense. Donc tu m'expliquais alors parce que moi je voyais pas ça du tout comme ça. Je connais plein de comptes, des gens qui vont être plutôt sur de l'achat-revente sec, avec Vinted. Ils vont chiner sur Vinted, acheter-revente. Toi, c'est beaucoup plus sophistiqué. Alors sophistiqué, je sais pas, mais c'est vrai que ça intrigue beaucoup le monde des enchères parce que finalement, on ne le côtoie pas tant que ça. D'accord. Mais, en soi, c'est, assez simple. En fait, moi, ce que je fais, c'est que je suis sur Drouot. Alors, il y a 2 plateformes assez connues, Drouot et Interenchères. Tu Heu, ça comment Drouot, qu'on fasse Drouot, nos c'est recherches? Drouot OK, super. et en fait, eux, de base, alors il y a la maison d'enchères Drouot Ouais, et après, si tu veux, ils ont en fait une plateforme en ligne, sur laquelle, toutes les maisons d'enchères, finalement, peuvent poster leurs ventes. Ils ont aussi finalement dans leurs locaux, les maisons d'enchères qui peuvent venir faire leurs ventes en physique et donc aujourd'hui, en fait, on peut participer en ligne à une vente aux enchères. trop Il bien. suffit de s'inscrire en amont. Il y en a certaines qui demandent effectivement comme un dépôt de caution parce qu'il faut savoir quelque chose, c'est qu'une fois qu'on enchérit, On est obligé quelque part, si on on s'engage. remporte c'est ça, si on remporte l'enchère, pour le coup, en fait, on est obligé de payer effectivement le lot, parce qu'on l'a remporté. Sinon, en fait, si on refuse de payer, alors soit effectivement, ils peuvent à minima prélever la petite caution qu'on avait Mmh. déposée, soit derrière, ils peuvent, carrément nous blacklister effectivement, des prochaines, ventes aux enchères et donc c'est important, voilà, de bien respecter finalement, ce sur quoi on s'est engagé et Ce qui est donc normal, hein, finalement, parce que enfin, après, ça serait trop facile, il y aurait de la manipulation. C'est-à-dire que si on ne veut pas quelqu'un décroche l'enchère, en fait, on va faire exprès de pourrir et d'augmenter. Et ça serait trop facile s'il n'y a pas l'enjeu financier et l'obligation de payer derrière. Voilà. ouais, bien sûr et en fait, c'est assez simple aujourd'hui parce qu'il suffit, comme je disais, de s'inscrire en ligne Mm. et de participer en ligne. On peut même fixer, en fait, son montant maximum d'enchères, à l'avance Mm. et c'est l'ordinateur qui va enchérir pour nous. Ah, c'est trop bien parce que justement, je me posais la question, moi sur l'immobilier, j'avais regardé un petit peu, mais c'est un monde à part, c'est pas si simple que ça, et la plupart du temps, il faut passer par un avocat. Donc en fait, bah, c'est beaucoup plus compliqué que certains le prétendent. Là, l'avantage, c'est que tu as l'accès, comme tu dis, assez libre finalement, comme si tu allais sur une plateforme lambda. Donc très très cool. Et du coup, toi, tu vises quelle marque, tu conseilles quelle marque moi, j'entends beaucoup parler de Hermès, forcément. Ouais, alors de mon côté, c'est vrai que je fais principalement du Hermès, Mm. un petit peu de Chanel, mais principalement du Hermès. Mais c'est vrai que voilà, Hermès, Chanel, Dior, ce sont des très bonnes marques, ce sont des marques iconiques. Après, en fait, dans la formation, parce que du coup, j'aide aussi Camille sur, la formation, Start Enchères, à animer la communauté, Trop cool. développer la formation. Et donc c'est vrai qu'au niveau des élèves, on a des élèves qui font aussi des marges, très sympas avec, du Dior, avec du Gucci. Mm. Il y en a même, voilà, qui peuvent, revendre, des sacs, Louis Vuitton. Enfin voilà, on a quand même, un certain panel de marques. Au final, on peut faire beaucoup de choses Oui. et d'ailleurs parmi les élèves, il y en a pas mal aussi qui font de l'achat-revente à partir de Vinted. Parce que tu le disais, Mm. on peut aussi trouver des pépites sur Vinted. On peut en trouver sur Le Bon Coin, mais attention aux arnaques, mais comme Mm. sur Vinted d'ailleurs, hein, attention à l'authenticité. Mm. Ça, c'est un vrai, vrai sujet, l'authenticité, en fait, dans l'achat-revente de sacs.
de luxe, c'est vraiment de pouvoir authentifier que c'est un authentique, un vrai sac et de pas finalement acheter de la contrefaçon. Ah, je te rejoins. Moi, pour le peu que je connais, je trouve qu'effectivement, Vinted, c'est la plateforme pour les fringues. Le Bon Coin, j'ai déjà mis des paires de baskets, des choses comme ça part moins, c'est pas la clientèle et c'est pas là où en fait on a le réflexe d'aller rechercher. Néanmoins, c'est pas pour dénigrer, mais c'est vrai que la clientèle de Vinted est hyper exigeante, hyper particulière dans le côté, je trouve, spontané. Je dis pas bonjour, je négocie tout. Enfin, c'est une clientèle un peu plus dure, je trouve. Donc, faut être prêt à ça. Faut bien être calé. Et après, je pense que tu as raison, le fait d'aller sur des plateformes un peu plus haut de gamme, un peu plus nichées aussi, permet d'avoir une clientèle plus précise. Et de toute manière, comme dans tout, de choisir telle ou telle marque, bah, en fait, c'est par affinité. Et à la limite, c'est pas plus mal aussi si tu fais quelque chose qui est un peu plus niché, parce que du coup, il y aura moins de concurrence à ce sujet-là, et tu peux faire, comme tu dis, des belles marges, quoi. Ouais, bien sûr et c'est vrai que au niveau du luxe finalement, on a peut-être plus de «chance» entre guillemets, d'avoir, des potentiels clients sur Vestiaire Collective ou Collector Square qui sont quand même plus nichés luxe. Vinted y Collector vient. Square, ouais, j'en entends beaucoup parler aussi, ouais. Ouais, Collector Square, en fait, on peut, tout simplement déposer un sac chez eux et ils s'occupent, en fait, de tout le processus de vente. Alors Ah, bien trop sûr, il bien. y a une commission assez importante qu'ils Mmh, prennent forcément. et finalement, ils imposent aussi un petit peu le prix de revente. Donc voilà, c'est pour C'est ça comme partout, que avantages, inconvénients. Tu as moins de boulot, tu fais moins par toi-même, mais forcément, bah, un peu ça vient grignoter, ta renta et ta marge, c'est clair. c'est ça. Donc toi, comment tu fais? Donc tu vas acheter, ton sac, Hermès. Alors Hermès, je suis désolé pour les auditeurs et auditrices, mais je suis pas un grand connaisseur. Mais Hermès, c'est quoi? C'est les Birkin, tout ça? Je me trompe pas? Exactement, ouais, tout à D'accord. fait. Il y a 2 modèles phares chez Hermès. OK. On a le Kelly et on a le Birkin. OK. Et donc c'est vrai que ce sont 2 modèles qui sont, comment dire? Adorés, par, voilà les clients. C'est vraiment les 2 modèles phares. Tu as une Mais petite après préférence toi, entre les 2? entre les 2, c'est vrai que j'aime bien le Birkin. Ouais. Le Birkin, c'est encore plus «inaccessible» entre guillemets que Ouais. le Kelly, parce que c'est encore plus cher. C'est vraiment, on va dire, le premier modèle, chez Hermès et après on a le Kelly et ensuite on en a d'autres. On a par exemple le Constance, D'accord. qui se vend quand même, beaucoup moins cher mais qui attire beaucoup de clientes. On a aussi le Bolide. Donc voilà, après en fait, on a pas mal de modèles finalement, connus chez Hermès et c'est vrai que moi de mon côté, je vais plutôt sur du vintage. Mmh. Donc c'est-à-dire des sacs qui ont au moins 20 ans, D'accord. parce que, finalement alors c'est comme tout, hein, l'achat-revente, on va réussir à se faire des plus belles marges forcément quand on va acheter des sacs qui sont un peu plus abîmés, où il y a de la rénovation à réaliser, et donc on a plus de rénovation à réaliser en général sur des vintage. Mais c'est pas la seule raison. Le vintage, c'est aussi, finalement des sacs dont le cuir va être plus qualitatif que celui qu'on peut trouver aujourd'hui dans les sacs neufs. Ouais. Et c'est vrai que les clients n'ont pas forcément conscience parfois de ce détail-là parce qu'il y en a qui, voilà, vont vouloir, acheter un neuf, et cetera parce que, c'est plus récent et donc dans leur tête, ils vont davantage le valoriser. Mais en réalité, le vintage, a beaucoup de valeur parce que le cuir d'époque n'est plus le cuir d'aujourd'hui. Les élevages ne sont plus, comment dire? Réalisés de la même façon. Aujourd'hui, on va avoir du cuir, de bêtes qui sont, dans un climat peut-être plus chaud, donc il peut y avoir des insectes, des choses comme ça Mmh, et d'accord. donc le cuir n'est plus le même et j'ai d'ailleurs eu confirmation par un vendeur, Hermès qu'effectivement le cuir vintage est un très, très beau cuir et donc c'est pour ça que voilà, j'ai tendance à me tourner plutôt vers les vintage et puis Ouais. il y a le côté authenticité aussi. C'est-à-dire qu'en fait sur le cuir vintage, tu avais beaucoup moins de contrefaçon à l'époque. Dans les années 80, les années 70, la contrefaçon se faisait quand même beaucoup moins et la contrefaçon d'époque se détecte plus facilement aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu veux, le neuf, tu as de la contrefaçon qui est extrêmement bien faite. Mmh. Donc C'est pour vrai. arriver à détecter la contrefaçon aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. Oui, puis peu d'intérêt, pour ceux qui contrefont, de faire sur du vintage, c'est plus dur, il va falloir faire du vieillissement et tout, enfin, c'est une galère alors que c'est pour ça qu'ils sont plus sur le neuf, je pense. En tout cas, j'ai adoré ton parallèle avec l'IMO, finalement, c'est exactement ça. C'est, pour faire une belle opération déjà d'achat-revente, n'oubliez pas de bien acheter, bien connaître votre prix, de bien négocier, c'est l'essentiel d'avoir déjà ça. Après, tu as aussi tout ce qui est barrière à l'entrée. Forcément,
plus le sac va être dégradé, va poser des problématiques que vous saurez résoudre derrière, bah, plus vous allez pouvoir avoir un bon prix et moins de gens vont aller penser à aller dessus. Et puis donc après s'enchaîne le boulot. Moi, j'entends beaucoup plus parler du Birkin aussi, tu vois, que les autres. Pour le Birkin, on parle, alors c'est très moyennisant selon le numéro, la couleur du sac, le numéro de série, enfin le que sais-je. Mais grosso modo, en magasin aujourd'hui, si tu veux acheter un Birkin, on parle de combien d'euros? Alors effectivement, ça va dépendre de plusieurs choses. Chez Ouais, Hermès, je le précise quand même, mais au niveau typiquement du Kelly, du Birkin, ce qui joue donc ça peut être la couleur, ça peut être le type de cuir. d'accord. Parce qu'on va avoir le cuir box, ça c'est, le cuir classique, on va dire lisse. Mhm. On va avoir du cuir grainé, et même au niveau du cuir grainé, on peut avoir plusieurs types de cuir. On peut avoir le cuir exotique, comme du crocodile, de l'autruche, des choses comme ça D'accord. et on va avoir la taille du sac. C'est-à-dire que plus le sac va être petit, plus il va être cher. Logique. Il y a moins de cuir donc ça coûte plus C'est cher. ça, c'est plus précieux en fait. C'est ça, parce qu'aujourd'hui, voilà, les petits modèles, sont très prisés et les petits modèles, type du 20 centimètres, et cetera, c'est des sacs qui restent quand même assez rares, et donc forcément plus chers et finalement, ce qui est assez impressionnant, c'est que Hermès, c'est vraiment très particulier. C'est finalement la seule marque, Mhm. où tu vas payer plus cher, en seconde main que neuf. D'accord. Pourquoi? Parce que pour pouvoir acheter un sac Hermès, en général, il faut, être sur liste. Il faut déjà avoir acheté chez Hermès Mhm. plusieurs accessoires, plusieurs produits et Qui ensuite de Hermès ou de Rolex a lancé cette mode avant? c'est une bonne question. Je crois que Ferrari a aussi un truc un peu Oui, comme ça, il me oui, semble, c'est vrai. et c'est vrai que, voilà, c'est un peu plus Hermès finalement qui te choisit. Parce que même quand tu peux acheter un sac, tu vas pas forcément pouvoir choisir la couleur et cetera. Donc c'est quand même très particulier. Ouais, après, c'est clair qu'on peut faire un débat là-dessus, ça peut être critiquable et à la fois, moi, je trouve que c'est ce qui donne l'exclusivité des produits, ce qui fait la puissance de leur marque et de l'aspect luxe finalement, c'est que plus un produit, il va être désirable et dur à trouver, à se procurer, plus il va avoir de la valeur, hein. C'est l'offre et la demande finalement. C'est ça, c'est incontestable et donc forcément, quelqu'un qui va acheter du neuf, un sac neuf, s'il le revend derrière Mmh. et ben, en fait, il va réussir à le revendre beaucoup plus cher que ce qu'il l'a acheté parce qu'il y a ce côté exclusivité où n'importe quel client ne peut pas acheter un sac Hermès. Même au niveau des délais d'attente, on est à 1 an, 2 ans, 3 ans parfois et donc un client qui veut son sac tout de suite, bah, finalement, il va être prêt à le payer beaucoup plus cher même si c'est de la seconde main. Ouais, d'accord, ouais. Bah, Donc c'est comme Rolex, en fait, je pense que si tu vas en boutique, que tu pas trop regardant sur le modèle, tu te dis: «Voilà, je veux une Rolex, peu importe laquelle, mais c'est pour faire un cadeau, je suis pressé». Les délais, ils vont être là, mais ils vont être peut-être un peu plus courts. En quelques mois, peut-être 1 an, tu vas avoir quelque chose. Par contre, si tu vises, Rolex GMT Master, voilà, très précise, là, ils vont te dire: «Bah non, c'est déjà un modèle qui est très demandé. En plus, vous êtes pas client, chez nous, de base, donc l'attente va être beaucoup plus longue forcément, quoi». bah, oui, c'est ça et c'est vrai que donc au niveau des sacs Birkin, au niveau des prix, on peut avoir du 10 000 €, 20 000 €, 30 000 €, mais voilà, ça va dépendre des cuirs, des D'accord. couleurs. Non, mais c'est bien de situer quand même. C'est vrai que voilà, le sac de base, alors encore une fois, il y a plein de déclinaisons, ne vous fixez pas sur ce prix-là, mais en gros, on parle de prix à 5 chiffres, hein, à 10 000 € minimum, et je suppose que ça monte après selon la rareté du produit. C'est ça. Je pense qu'on peut encore trouver peut-être, un peu en dessous de 10 000 en fonction de la couleur et cetera, Mm. au niveau du Birkin, mais c'est vrai Sur que du voilà, neuf, hein, là, tu parles, sur on du est d'accord. neuf, Ouais. sur du neuf. Oui, c'est sûr que sur de la seconde main, ça peut aller assez vite. Je sais que sur Vestiaire Collective, il y a des sacs qui se sont vendus, mais il me semble, si je dis pas de bêtises, à plus de 100 000 €, mais parce que c'était un cuir très spécifique, un cuir exotique et même dernièrement en 2025, il y a un sac originel de Jane Birkin qui a été vendu, Waouh. aux enchères à plusieurs millions. Bah oui, oui, c'est l'icône du sac, hein, donc forcément. C'est ça. C'est fou d'avoir ces montants-là, mais en même temps, bon, dans plein de ventes aux enchères, c'est vrai que les produits d'exception, c'est normal qu'ils atteignent des sommets, quoi. Qu'ils atteignent des sommets, pardon. Et donc moi, je me pose la question, donc tu achètes ça forcément au bon prix parce que tu as cette connaissance-là, et cetera. Et donc après, tu me disais, tu vas le porter, à quelqu'un pour de la restauration?
Oui, c'est ça. En fait, je j'apporte, mes sacs à des maroquiniers, qui sont spécialisés dans les sacs de luxe. OK. N'amenez pas un sac de luxe à un cordonnier Mmh. pour une réparation, il faut éviter. Il vaut mieux aller vraiment chez un artisan qui est spécialisé. C'est pareil, hein, pareil que l'immobilier, si on fait faire de l'électricité à un plombier, voilà, il risque d'y avoir des dégâts. Bah, là, c'est pareil, il faut vraiment apporter, votre sac à un maroquinier Oui, qui connaissent, les sacs de luxe et si possible, qui a déjà travaillé pour des sacs de luxe de la marque. Parce qu'en fait, dès qu'on vient faire une rénovation sur un sac de luxe, forcément, on apporte une petite décote si c'est pas fait par la maison mère et donc si on fait réparer un sac de luxe Hermès à un maroquinier qui a jamais touché à un sac de luxe Hermès, bon, bah, il y a un potentiel risque, en fait, parce que les points de couture sont faits d'une certaine manière, le cuir est travaillé d'une certaine manière, la poignée est posée d'une certaine façon et cetera. Donc il faut vraiment s'adresser à un maroquinier qui s'y connaît, bien par sûr. rapport au type de réparation qu'on fait faire. Ouais, bah, là, la barrière, elle est énorme à l'entrée, en fait. Si je connais pas la bonne personne, je me dis: «Le gars, il met à tout mo» ou la fille d'ailleurs, met à tout moment, du cuir synthétique avec du mélangé polyester ou quoi que ce soit, elle te ruine le sac, en fait Complètement. bah, en plus, toi, tu t'engages quand même quand tu le revends à avoir une certaine qualité et une certaine exigence et donc d'ailleurs, question qui me vient là, quand tu vas revendre, donc tu précises qu'il était retapé, le sac? Toujours. Et comment tu fais alors? Tu mets une liste précise des matériaux qui ont été utilisés? Ça se fait comment par rapport à cette transparence, envers l'acheteur? En fait, j'explique, ce qui a été fait en termes de réparation. Après, de toute façon, en fait, le cuir qui est utilisé, c'est le même que le sac, tu vois? Mmh. Donc voilà, mais je précise que c'est pas fait par la maison mère. Mmh. Mais que c'est fait par un maroquinier qui s'y connaît très bien, qui a l'habitude, et cetera. Enfin voilà, pour rassurer en fait, l'acquéreur et en fait, il faut savoir que parfois les maisons mères n'acceptent même pas de rénover, les sacs quand ils sont trop abîmés, par exemple. Ah parce que j'avais pas capté, donc tu peux demander à des maisons mères d'envoyer le sac et qu'eux le restaurent. Tout Ils à fait, acceptent ça, c'est fou ça, tout trop à bien, fait. Je l'ai déjà trop, fait. trop bien. Mais ça coûte plus cher en Mmh. général. Alors ça dépend du type de réparation, mais la réparation, en termes de cuir peut coûter plus cher, peut potentiellement prendre plus de temps aussi. Typiquement les ateliers Hermès, voilà, ça peut prendre quand même plusieurs mois. Et effectivement, voilà, ça coûte plus cher. Par contre, l'avantage, c'est qu'effectivement, on est passé par la maison mère, donc on a la facture de la maison mère et donc ça peut rassurer l'acheteur. Par contre, effectivement, hein, si la maison mère identifie le sac comme étant un faux, elle fera pas de réparation dessus et en général, ce qui se dit, parce que j'ai jamais été confrontée à la situation, c'est que le sac est détruit. Ah oui, d'accord, oui, donc on peut prendre un risque. Mais Ouais. moi j'hallucine, c'est trop bien, tu vois? On parlait du prix du luxe, mais là pour le coup, c'est une vraie démonstration de ce qui est c'est possible dans le luxe. C'est de dire, ils acceptent de prendre un sac et de rénover, c'est quand même incroyable, ça, c'est super. Mmh Je mh. peux acheter mon Birkin et potentiellement leur renvoyer pour qu'ils le retravaillent et donc, bah, je comprends après la prise de valeur de l'objet, en fait, parce que c'est quand même en plus, il y a le côté, vraiment, je trouve, transmission intergénérationnelle. Imaginons, tu as un sac de ton arrière-arrière-grand-mère, je connais pas, l'ancienneté de la marque, mais je suppose que c'est au moins ça et voilà et tu peux le passer de génération en génération. Quand il arrive en fin de vie, le retransmettre pour qu'il remettent et repartir pour 3 générations. C'est juste, trop bien, quoi. Ouais, ouais, c'est assez incroyable là-dessus. Après, c'est pareil, si jamais le sac a subi, une rénovation ou un changement par un maroquinier qui n'est pas de la maison, mère, la maison mère pourrait refuser de prendre en charge le sac, Mmh. parce que, potentiellement, ça serait trop compliqué, en fait, de Bah, repasser oui. derrière la rénovation de quelqu'un d'autre. On ne sait pas si le sac aurait été abîmé et cetera. Enfin voilà, Oui, c'est c'est normal qu'elles veulent pas s'engager, comme les travaux, c'est toujours difficile de repasser après quelqu'un et reprendre ce qui pourrait, être irréversible finalement. Donc bien choisir, ça. Mais alors du coup, bah, 2 possibilités s'offrent à nous. Toi, c'est laquelle que tu emploies le plus et tu conseillerais quoi? De plutôt essayer de passer par la maison mère ou au contraire maroquinerie? Alors je pense que ça dépend du type de rénovation. Mmh. Si c'est des rénovations sur le cuir en lui-même, par exemple, Hermès, il y a des très, très bons maroquiniers, en tout cas à Paris et même à travers la France en soi qui font du très bon travail. OK. Après pour tout ce qui est, par exemple, changement de fermoir, ce genre de choses, ça peut peut-être être mieux de le faire par la maison mère, sauf si le maroquinier arrive à très, très bien le changer et à faire, exactement, comme c'était à l'époque. Mais voilà, je me suis déjà retrouvée dans une situation où j'ai changé un fermoir.
Le maroquinier m'avait prévenu que ça se verrait et cetera et c'est vrai que j'ai été déçue, j'aurais dû le faire par la maison mère parce que c'était pas si cher que ça, Ouais, au donc il y a final. des éléments du sac qui sont plus compliqués, à C'est ça. restaurer correctement. Par contre, tu dis plutôt, maroquinier, je suppose pour la culbute quand même entre, C'est le ça. ratio qualité et finalement, marge, si tu veux espérer, croquer un petit peu et te faire un petit billet, vaut mieux éviter de passer systématiquement par, la maison mère qui serait la solution de facilité finalement. C'est ça. C'est vrai que ça coûte, clairement moins cher de passer par un maroquinier. La maison mère, ça va quand même coûter plus cher. Après, voilà, ça dépend en fait, j'ai envie de dire du projet, ça dépend de ses calculs et cetera. Si on a, largement finalement la marge, pour passer par la maison mère, pourquoi pas? Parce que bon, on peut récupérer un dust bag. Donc c'est le pochon anti-poussière, en fait, dans lequel on met le sac, OK. donc ça peut être pas mal. Parfois, voilà, chez Chanel, on peut aussi avoir le sac Chanel avec, donc Ouais, donc c'est d'accord, des tu récupères un petit peu les goodies, si j'ose dire, c'est ça. les éléments de détail du packaging que tu aurais eu, en fait, à l'achat et donc ça te permet quelque part de rattraper un peu ton coût et de revaloriser encore mieux le produit. C'est ça et donc c'est des attributs qui, comme tu dis, voilà, peuvent, valoriser davantage le Ouais, produit, c'est malin peuvent ça, ouais. permettre de vendre peut-être plus vite, parce que parfois il y a des acheteurs moi ça m'est déjà arrivé là, récemment, des acheteurs qui me disent: «Oui, mais moi je prends le sac, que s'il y a la boîte avec». Sauf que j'ai pas la boîte, tu vois? Après je me pose la question effectivement de me dire: «Bon, je vais peut-être acheter sinon, des boîtes sur Vinted», ça se fait. Il y en a qui revendent carrément Oui, du coup ces beaucoup. goodies en fait. Les dust bags, les boîtes. Mais moi, j'ai halluciné, c'est que, par exemple, sur Rolex, les catalogues se revendent, hein. C'est-à-dire que tu vas en boutique, demander un catalogue, voilà, de passionnés et en fait, surtout quelques années après, forcément, bah, les catalogues ne sont plus dispo en libre service et les personnes, malines qui les ont gardés peuvent, prétendre à les revendre. Alors on parle de quelques dizaines d'euros, Oui, bien sûr. mais c'est le truc effectivement qui peut se monnayer, donc on voit l'intérêt pour, les gens dans le détail des marques et après sincèrement, la boîte, je peux la comprendre parce que quand tu mets vraiment le prix, tu te dis, voilà, tu plus à quelques euros près, si j'ose dire, Oui, bien sûr. tu préfères mettre plus et avoir un truc très complet qui, d'ailleurs, si tu veux revendre, aura plus de valeur. Si tu veux transmettre, sera plus sympa. Voilà, ça, à la limite, je peux enfin, en tant que moi, parfois acheteur et collectionneur d'objets précieux, je trouve que oui, ça peut avoir son intérêt, quoi. Oui, On bien t'a sûr. jamais demandé le sac, scellé dans la boîte? Non, pas Parce que tu vois, moi, encore. sur les jeux vidéo, je fais une aparté, mais c'est le cas. Il y a beaucoup de collectionneurs qui recherchent des jeux emballés, scellés, Ah oui, avec le scellé, de la marque, donc notamment Nintendo, tout ça. d'accord. OK, un truc aussi, moi, que, tu jamais eu de surprise justement avec Hermès qui, elle, parce que ne peut plus se procurer, comme tu dis, les filières et tout, les anciens matériaux, dévalorise un peu le bien dans sa retouche. Moi, j'ai beaucoup entendu parler de Rolex et j'aurais peur demain si j'avais une Rolex de remettre, en réparation chez Rolex, parce que j'ai entendu ça, où ils changeaient les aiguilles, ils remettaient pas forcément, les mêmes aiguilles, les cadrans, ils mettaient pas les cadrans qui vieillissaient avec la même patine et en fait, il y avait énormément d'acheteurs qui avaient confié leurs montres et qui étaient énormément, déçus du résultat de la restauration. Est-ce que alors, encore une fois, je parle avec des pincettes, hein, je veux pas, éborgner la marque, mais en tout cas, il y a eu des témoignages là-dessus. Est-ce que toi, tu as eu ce sentiment parfois sur, Hermès ou d'autres, maisons mères? Alors, Hermès, je trouve qu'ils font un super travail de restauration. OK. Sur les sacs, c'est assez impressionnant. Je l'ai vu, sur justement, 1 ou 2 sacs, et honnêtement, ils font du très, très bon travail. Ils ont des artisans avec des doigts d'or, donc il y a pas de sujet là-dessus. Le Trop seul bien. truc effectivement, c'est peut-être sur le côté, bijouterie, heu, parce que, je l'ai fait faire sur un sac, sauf que j'ai pas changé toute la bijouterie et du coup, c'est pas seulement une dénotation, par rapport à effectivement ce que tu disais, une partie qui est patinée et cetera et une autre partie qui est complètement neuve. C'est aussi une très légère différence de couleur. D'accord. Donc voilà, ce qu'on m'a dit, c'est qu'effectivement, c'est parce qu'avec le temps, ça changeait un peu La et fameuse cetera. patine, voilà. Mais c'est vrai que bon, j'ai quand même une petite dénotation de couleur par rapport à ça. Et juste, qu'est-ce que tu appelles la bijouterie alors, Alors, dans sur la un sac? bijouterie, donc par exemple, si on prend le Kelly, Ouais. en fait, sur le rabat du sac, tu vas avoir une plaque, enfin, comment dire? Sur le rabat du sac, tu vas le rabattre sur le fermoir et Oui. le fermoir, en fait, c'est ce qu'on appelle la plaque avec le tourré. Donc ça va être, Des finalement de éléments de la bijouterie bijouterie, ouais. dorée. Tu vas avoir aussi, en fait, au niveau des sanglons,
ces 2 parties du sac, en fait, pareil, tu vas avoir des plaques, métalliques, en fait, avec, le nom de la marque et cetera et en fait, si tu veux, normalement, c'est à l'époque, en tout cas, c'était du plaqué or, en tout cas sur, Ah, il rigolait pas. ouais, ouais, c'était, enfin, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Mmh. Mais voilà, en tout cas, ouais, c'était de la bijouterie, vraiment qualitative et c'est pour ça qu'on a des sacs qui datent, tu vois, heu, j'ai déjà eu des sacs qui dataient des années 50 que j'ai réussi à faire restaurer et à revendre Mmh. et en fait, c'est assez incroyable, quoi. Tu te dis le cuir, le sac est toujours là et ça fait quand même, plus de 70 ans. Ouais, c'est fou. Mais après, c'est vrai que on va faire le vieux grincheux, «Ah, c'était mieux avant», après, il y a quand même une grosse part de vérité dans les produits de luxe où, comme tu disais, maintenant, la réglementation fait que ce n'est plus possible d'utiliser, pareil, de manière similaire, le cuir, animal, enfin, voilà, tu as plein de choses qui font que et ça réduit, la qualité sur certains articles et c'est vrai qu'avant, tu avais, si j'imagine, en plaqueur, bon, bah, maintenant, je pense que c'est plus totalement comme ça et hem et ouais, c'est précieux. Et j'étais en train de réfléchir aussi à ça. Tu disais, ouais, toi, tu chinais beaucoup, sur ces sites-là, ce qui se fait beaucoup, hein, dans l'achat-revente. Est-ce que quand même, il y a encore de la place pour, chiner en physique dans, certaines boutiques, friperies? Est-ce que tu arrives encore à faire des bons coups là-dessus? Ou est-ce que à l'inverse, tu as ce qu'on appelle des scalpers, des gens qui viennent tout rafler et ça relève de mission impossible maintenant? Alors de mon côté, je ne le fais pas personnellement parce que j'ai pas forcément le temps de le faire. Mmh. Par contre, je sais qu'on a des élèves effectivement qui le font, qui chinent et qui parfois trouvent des choses assez incroyables dans des brocantes ou dans des vides-greniers et c'est vrai que tout le monde n'a pas la notion finalement de la valeur, Ouais. qu'ont les choses et notamment les sacs. En fait, il y en a qui vont se dire: «Bon ben voilà, c'est les sacs de ma grand-mère, Mmh. il y a pas Il trop est de tout valeur». abîmé. Voilà, c'est ça et je passe sous la trappe alors qu'en réalité, on peut trouver, encore des pépites et même, tu vois, tu parlais du Bon Coin. C'est Mmh. vrai que le Bon Coin, on se tourne un peu moins de manière évidente vers cette plateforme pour trouver, des sacs, par exemple, mais en réalité, on peut et je me souviens typiquement, d'une élève, Jen, qui avait fait, une super affaire. Elle a acheté un petit sac Dior à 36 € sur le Bon Coin, qu'elle a revendu il me semble, autour de, 220-230 € Super. si je dis pas de bêtises, tu vois? Et en fait, voilà, ça lui a pris, très peu de temps. Elle a revendu très vite, rien qu'en changeant les photos et cetera. En fait, ça fait beaucoup de choses. Ouais, bah, ça, c'est l'idéal, en fait, c'est les bons flips, hein, comme on appelle Mmh. ça. C'est à peine acheté, il est revendu derrière, tu pas eu effectivement, de temps engagé, d'argent et d'opérations. Même si je trouve que le côté, tu vois, ça me donne presque envie d'acheter un sac. Je trouve que le côté passer par toute la chaîne de valeur, en fait, repasser par la maison, ne serait-ce que vivre de l'expérience, hein, d'aller déposer le sac, d'aller le récupérer et finalement, ça fait partie de l'aventure, quoi. C'est quand même assez chouette quand on aime bien ces objets-là, de vivre ça aussi, quoi. Bien sûr et puis moi, c'est comme l'immobilier, hein, j'adore les avant-après. Mmh. C'est incroyable. J'ai, notamment dans les premiers sacs que j'avais achetés, un Kelly, Mmh. 35 centimètres cuir bordeaux et honnêtement, quand je l'ai vu, alors moi j'aime bien tenter des trucs, tu vois? J'aime bien prendre un peu des risques, tout ça, bon. Du coup, je me suis dit: «C'est vrai qu'il a l'air mais complètement défoncé sur les photos de la maison d'enchères», Mmh. et donc voilà, je m'étais fixé un prix max et en fait, j'avais mis, ouais, un prix maximum à 1 200 € hors D'accord. frais. Oui, parce que je précise, hein, les maisons d'enchères, il y a 30 en général de frais d'adjudication, faut pas l'oublier et le prendre Mmh. en compte, dans ses Mmh. calculs Oui. et j'étais allée voir, en fait, en physique le sac avant d'enchérir et finalement, il était mieux en vrai que sur les photos, tu vois? Donc c'était le point positif. OK. Par contre, c'est vrai qu'il était très abîmé. Il y avait, en fait, au niveau de la poignée, une partie qui était arrachée. Il était assez craquelé, la couleur était quand même bien passée. Heu, Au niveau du sac, il était aussi, il avait plus de forme, en fait. Donc D'accord. vraiment, il ressemblait plus à grand chose Mmh. et en fait, je l'ai obtenu à 900 € hors frais, parce que peu de monde avait enchéri dessus, par peur Ouais. et donc je l'ai emmené, chez un maroquinier. Il lui a redonné une très belle forme, il l'a reteint, il a changé la poignée et je l'avais revendu et j'ai fait parce que bon, forcément, les frais de rénovation avaient quand même, pas mal coûté, mais j'avais fait au moins, 700 ou 800 € de plus-value. Sympa. Très, très cool. Ça marche. Alors nous, on est sur, le podcast de rien, donc on part de rien. On n'a pas,
10 000 euros tout de suite pour acheter un Birkin. Ça viendra, mais c'est pas encore le cas. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques marques, quelques modèles assez accessibles finalement, voilà, pour quelques dizaines, voire centaines d'euros, sur quoi tu nous conseillerais de démarrer plutôt? Alors, je pense qu'effectivement, sur, l'achat-revente de sacs, il faut quand même partir à minima d'une, mise de 100 €. Mhm. C'est encore possible, hein, de faire des petites plus-values, avec, moins de 100 €, mais on partira peut-être plutôt sur, des foulards, D'accord. ce genre de choses, ou, des petites pochettes en toile. Donc les Ça peut fameux se carrés trouver. Hermès, etc., c'est ça? Les fameux carrés Hermès, Mhm. effectivement. Attention par contre à bien acheter un carré Hermès avec l'étiquette Hermès, parce que sans étiquette, ça va être beaucoup plus difficile à revendre sur Bien les sûr. plateformes de seconde main. Et sinon, effectivement, voilà, des petites pochettes en toile, Dior, Gucci, ça peut se trouver potentiellement à moins de 100 €, mais il va falloir négocier parce que parfois les gens sont gourmands quand ils font de la revente sur Vinted, hein, donc Mhm. il faut pas hésiter à les négocier. Et voilà, c'est vrai que des petits sacs comme ça, des petites pochettes, on peut encore en trouver. Une technique aussi, ça va être, d'acheter une pochette portefeuille et d'y D'accord. rajouter une chaîne, par exemple, ça peut être une possibilité. Heu, Ouais, finalement, alors même si tu nous as dit tout à l'heure qu'il y avait des petits objets qui pouvaient valoir beaucoup plus cher, notamment dans les sacs, après c'est plutôt s'orienter vers tous les petits accessoires, les petites pièces de maroquinerie type portefeuille, porte-monnaie, et cetera, je suppose. Je sais pas si c'est une fausse croyance, mais j'ai l'impression que tu as quand même des marques luxe et des marques ultra luxe. Gucci, peut-être une marque un peu plus accessible dans ce qu'ils font que Hermès, ou je me trompe? oui, Gucci, c'est quand même un peu plus accessible. Mmh. C'est quand même un peu plus accessible. Hermès, après, honnêtement, il y a quand même, hein, des petits sacs, qu'on peut D'accord. avoir et qu'on voit passer, aux enchères à, 300-400 € hors frais d'adjudication. Ça Mmh. se fait. C'est juste qu'après, voilà, en fonction des modèles, il y en a qui vont être plus prisés que d'autres et parfois, en fait, on va pas forcément faire une plus-value sur le court terme, mais ça va plutôt être sur le moyen terme, voire, voilà, peut-être d'ici 1 à 2 ans, Oui. ça prendra de la valeur et en fait, on peut aussi faire le choix de se dire: «Bah, finalement, je vais stocker, ces sacs-là et puis, je les revendrai en fait, un petit peu plus tard quand ça aura pris un peu plus de valeur». Ouais, je te rejoins. Bah, là, il y a autant de stratégies que de personnalités finalement. Il y a des gens, qui vont vouloir faire, comme on disait, des flips, achat, revente, voilà, faire de l'argent rapidement. Il y en a d'autres qui vont, miser sur du long terme en disant: «Effectivement, ce sac-là, c'est un sac d'exception. En le gardant comme du bon vin, il va se valoriser dans le temps». Et voilà, après tu as plein de stratégies, je crois que tu as aussi un peu comme les baskets, cet effet de, comment, pas de numéro de série, mais, sac, vraiment, une identité propre du sac. Ils sortent, une série spéciale avec, un cross promo avec, un haut couturier ou quelque chose comme ça, et donc en fait, le sac, il est inédit, il est sorti à un nombre d'exemplaires défini, ce qui fait que potentiellement, alors après, je trouve que des fois, c'est à double, alors faut bien s'y connaître, ça c'est clair, mais c'est vrai que c'est à double tranchant parce à l'inverse, tu peux avoir un sac qui est, un peu spécifique, mais du coup va bider complètement, et soit il va bider, personne va l'acheter, donc du coup ça fera encore plus sa rareté, soit à l'inverse, dans 10 ans, il sera toujours un bide, et voilà. C'est vrai que Ouais, ça, c'est c'est un pas tout le temps peu. évident dans la prise de risque et la prise de pari, quoi. C'est ça, c'est à double tranchant et c'est vrai que, on a déjà eu dans la communauté des élèves qui ont tenté des choses, Ouais, et alors, notamment, ouais, une qui avait alors je me souviens plus exactement du modèle, je sais que c'était un modèle, Louis Vuitton d'une d'accord. collection, inédite qui n'était plus revendue. Alors je sais plus, oui, c'était Louis Vuitton, il me semble que c'était Louis Vuitton, si je dis pas de bêtises, mais bref, Mmh. en gros, je me souviens qu'elle l'avait acheté, tu vois, à, 800 ou 900 € et qu'elle l'avait revendu à 1 800. Tu vois? C'est Ça un va. exemple, hein, parce que je me Ouais. souviens plus exactement des chiffres et du modèle, ou encore Laetitia qui a acheté, alors ça, c'est assez incroyable. Elle a acheté, en fait, c'est des petits accessoires, D'accord. qui se mettent sur les sacs Hermès. Donc, en fait, c'est comme des, Un peu porte-clés, ouais, c'est ouais, ça, un qui viennent peu, se mettre tu vois? dessus, ouais. Mmh. Et en fait, dans un cuir un peu spécifique type, lézard ou bon, voilà, Mmh. un cuir un peu exotique. Et en fait, elle en avait eu, 2, qu'elle a acheté, un à 300, l'autre, un peu moins, et qu'en fait elle a revendu à 700 ou 800 € aux enchères. Parce qu'on peut aussi revendre aux enchères, en fait. Bien sûr. On peut très bien contacter la maison d'enchères, proposer l'objet, le sac, le bijou ou quoi que ce soit, et puis la maison d'enchères peut le revendre pour nous. Donc évidemment, il faut, voilà, toujours Mmh. pareil, hein, vérifier Bien ses sûr. calculs, mais ça peut être intéressant aussi, de cette manière-là. Carrément, carrément, et pour revenir, à ça aussi, hein, parce que faut mettre quelquefois des disclaimers. Forcément, comme dans tout invest, en fait, plus
il y a une chance de gros gain derrière, plus il y a aussi le risque qui augmente. Et donc, bah, aussi bien on peut avoir un énorme gain qu'on peut aussi avoir une énorme désillusion. Et c'est aussi l'expérience qui fait qu'on arrive à faire des bons flips et des bons gains. Moi, il y a plein de choses que j'ai achetées, que j'ai jamais revendues, ou que j'ai vendues en le bradant, en faisant une perte, en me disant bon, bah c'est bon, ça fait des années que je l'ai, il se vend pas, et c'est tout, faut sauter le truc. Mais ça fait partie un peu du business model, à dire faut aussi que tu te fasses une appréciation, et pour ça, bah, faut que tu acceptes des risques, il faut que tu acceptes de te planter parfois, et de rester avec des nanars, comme on dit, sur les bras, quoi. Bah, après, pour contrer ça, effectivement, il y a plusieurs moyens, c'est-à-dire de partir, comme on le disait, hein, sur des modèles qui sont assez connus, des Classique. marques iconiques, des couleurs aussi intemporelles, parce que forcément, si on achète un sac fuchsia, il va falloir trouver le bon client et le bon acheteur qui va vouloir effectivement cette couleur fuchsia. Mmh. Donc peut-être qu'on pourra le vendre plus cher parce que ça va être rare, mais on risque de mettre du temps à le revendre. Et il faut tomber sur le bon acheteur au bon moment. Et après, c'est pareil, il faut, bien identifier effectivement les rénovations et les réparations à faire, Ouais. bien les estimer. Parfois, il y a des réparations qui ne sont pas rattrapables. Par exemple, quand le cuir est craquelé, donc c'est-à-dire qu'en fait, avec l'usure et le temps, il y a des petites craquelures. Ça, on va pouvoir les atténuer, mais on va jamais pouvoir faire disparaître complètement les craquelures. Donc il faut l'avoir en tête, en fait. Ouais, Et c'est bête, ça. et après, voilà, de toute façon, il faut se dire, hein, quand on mise de l'argent comme ça, il faut être prêt à le perdre de toute façon. Même si l'objectif, c'est de réduire son risque un maximum, Bien sûr. il ne faut pas miser de l'argent, de son épargne de sécurité ou ce genre de choses. Enfin, très clairement, je mets une Clairement. disclaimer là-dessus parce que Oui, tu as totalement raison, on le fait, le plus souvent possible dans les épisodes, mais voilà, il faut accepter, si on veut prendre des gains, il faut accepter aussi de prendre des pertes, c'est le jeu dans l'invest. Donc intéressant ce que tu disais, bien aussi rappeler que l'achat est hyper important et qu'il faut bien prendre en compte tous les différents coûts inhérents avant de revendre. Donc tu as dit de réparation, mais aussi, bah, de marge si on passe par une plateforme, de frais de plateforme, de frais d'envoi, de colisage et cetera. Et dernier élément qui me semble important, c'est de bien, prendre en compte le prix de revente possible. Et ça, tu vas peut-être nous donner une astuce? Comment tu fais, pour bien positionner à l'instant T un prix de vente finalement? alors ça, honnêtement, il faut essayer de faire son benchmark, hein, c'est-à-dire regarder ce qui se vend, sur les plateformes, D'accord. repérer, voilà, les modèles qui sont similaires, de la même époque, même couleur et cetera, pour essayer un petit peu de faire son benchmark, et essayer d'établir un peu son prix de revente, de cette, manière-là. OK. Et c'est vrai que bon, nous, à travers Startangère, forcément, on propose, pas mal d'outils sur le sujet pour faciliter, en fait, l'achat-revente au niveau des élèves. Mais c'est vrai que, voilà, le plus simple, c'est vraiment de faire son propre benchmark. Parce que moi, j'utilise c'est vrai que pour d'autres objets, types d'objets, j'utilisais beaucoup eBay et notamment pourquoi? Parce qu'ils ont une option, c'est un petit tip que je vous donne, ils ont une option vente terminée et en fait, tu peux Mmh. regarder autant que tu veux des annonces ou en cours de vente avec des prix. En fait, si le prix est totalement déconnant, que l'objet se vend, jamais, ce n'est pas le reflet de la réalité auquel il part, en fait. À l'inverse, si tu regardes effectivement vente terminée à l'instant, enfin, dans un laps de temps, tu sais que l'objet est parti à ce prix. Donc tu sais que potentiellement le prix est bon puisque, la transaction s'est réalisée, quoi. Ouais, c'est une très bonne technique et après sinon, il y a aussi sur Vestiaire Collective, en fait, si tu descends, la page, tu Ouais. peux voir, en fait, les sacs qui ont été vendus, et à quel prix. Sur les il me semble que c'est les 30 derniers jours, un truc comme Ah, ça, trop donc bien, ça bah, peut c'est la ça même peut chose, aider ouais. aussi. Mais par contre, faut faire attention parce que sur Vestiaire Collective, il y a des frais et donc les prix affichés sont pas forcément les prix net vendeurs, donc bon, faut faire Oui, encore attention une à fois, ça. on revient au calcul de la renta, de bien regarder, Mmh mh. ce qui vient grignoter la marge. Exactement. Ça marche. On a beaucoup parlé donc Hermès avec les différents modèles. Est-ce que tu peux, donc sur les 2 autres marques qu'on a le plus citées, donc c'était, Ch Dior et Chanel ouais, notamment. Est-ce que tu peux nous citer à peu près les modèles iconiques? Même si je ouais, suppose que bien c'est une sûr. grande maison, il y en a plein. Bien sûr, bah, Chanel, on va avoir le Timeless, D'accord. on va avoir, le 255 aussi, OK. donc on en a plusieurs comme ça qui sont vraiment iconiques. On a le Wallet on Chain aussi. OK. Et c'est vrai que chez Chanel, on a beaucoup, beaucoup de sacs, différents, beaucoup de modèles, qui se ressemblent un peu parfois. Mais Mmh. c'est vrai que c'est une marque qui plaît énormément. Et c'est Heu, rigolo parce que les noms de modèles se sont un peu plus anglicisés. ouais, Donc ils ont choisi, je pense pour leur développement international et à la fois peut-être que ça fait moins, c'est vrai. maison française, tu vois? C'est rigolo ce choix de cette Ouais, ouais, stratégie de marque, c'est vrai. ouais. Ouais, ouais, c'est une très, très bonne remarque, j'essaie un peu de me renseigner d'ailleurs sur le sujet, comprendre parce que pourtant, bon, bah, Chanel, voilà, c'est français, hein. Bah,
Je pense que tu as l'aspect peut-être C'est vrai. internationalisation, on parle un peu à plus de monde. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr et après, sinon alors je sais qu'il y a le jumbo aussi, voilà qui peut plaire de temps en temps mais bon, c'est sûr que le Toujours chez Chanel, timeless, ça, hein? toujours chez OK, Chanel. Mais le timeless, c'est vrai que c'est une valeur, sûre à sûr. 100. Comme le Birkin. Voilà Ça roule. et après, chez Dior, on va avoir le Lady Dior. D'accord. C'est vrai que le Lady Dior, il est quand même assez prisé et au final, en fait, on peut faire quand même des marges, sympas dessus aussi. On a quand même, des élèves, qui aiment bien le Lady Dior. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est le Lady Dior en tissu. Oui. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de cuir, hein, Mmh. donc le cuir vaut quand même plus que le tissu. C'est pour ça que nous, on a tendance à dire: «Partez plutôt sur des sacs en cuir», ça se valorise et ça se répare mieux aussi que des sacs en tissu. Mmh. Mais par contre, le Lady Dior tissu, en fait, il faut faire attention parce que parfois on se dit: «Ah bah, il est pas cher, Mmh. ça va être une bonne opportunité», mais en fait, La hem, longévité, voilà quoi. voilà, en C'est fait, pas la le même. c'est ça et c'est surtout qu'en fait, il y a une particularité sur le Lady Dior en tissu d'une certaine époque qui devient poisseux. En fait, c'est la colle qui finit par ressortir, et en fait, le tissu est poisseux et donc on a beau essayer de faire, des réparations, d'éponger, tout ce qu'on veut, ça finit par revenir, en fait, parce Mmh. que c'est la colle à l'intérieur Ouais, c'est qui pas ressort gérable. d'une certaine façon. Enfin voilà, c'est poisseux donc il faut surtout éviter parce que ça va être, invendable, quoi. Ça marche. Alors pour faire le tour des marques qui n'est pas exhaustif, hein, forcément, des marques de luxe, il y en a quand même pas mal. Bizarrement, on n'a pas trop parlé de Louis Vuitton. C'est vrai. Red flag Alors ou pas alors du coup? non, pas forcément red flag. Je pense que c'est possible de faire des plus-values avec Louis Vuitton, mais il faut faire très attention parce qu'il y a énormément de contrefaçons sur cette marque D'accord. et donc c'est vrai que c'est pour ça que je la mets pas forcément en avant, Mmh. mais je pense que voilà, il y a aussi des plus-values à aller chercher. Comme je le disais, hein, on a une élève qui avait fait, une plus-value pépite avec, un modèle très spécifique, mais voilà, c'est vrai qu'il y a tellement de contrefaçons aujourd'hui sur, du Louis Vuitton, il faut faire attention à ça. OK. Ça marche, bah, écoute, je regarde le timing, on est plutôt bien, c'est top. Je voudrais quand même clôturer, cet épisode. Justement, donc tu nous parlais que tu avais, une formation, que tu proposais des choses, moi ça m'a vraiment hypé. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Comment on vous Ouais, bien retrouve? Si sûr. on veut intégrer le groupe, comment ça se passe et cetera? Bien sûr, avec plaisir. Donc en fait, la formation, Start en chair, Mmh. Camille, du compte Elle Investit Instagram qui l'a, fondée, OK. qui l'a Donc déjà, on peut créée. aller la suivre sur Insta, ça sera hyper, Exactement. apprenant. Ouais, tout à fait. En plus, Camille, elle est hyper solaire, une méga énergie, donc Trop cool. honnêtement, c'est très, très simple de Ça la suivre, motive. ouais, ouais, bien sûr, c'est hyper motivant et inspirant de la suivre, et donc la formation, elle consiste en quoi? En fait, il y a plusieurs modules, vidéo OK. pour, apprendre finalement à bien sélectionner, voilà, ses marques, les couleurs, les modèles, savoir comment, fixer son prix maximum d'achat, comprendre aussi, voilà, un peu tous les tips sur le côté, rénovation, comment revendre le sac et en fait, il y a aussi des tutos sur la rénovation pour apprendre à rénover, en fait, les Trop sacs chouette. soi-même, pour justement, bah, économiser davantage et finalement, gagner encore plus en marge. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses dans la formation, plein d'outils, qui vont aider avec une liste de maroquiniers en France. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le fichier de calcul, finalement voilà pour calculer, la marge qu'on souhaite faire et quel prix d'achat max on doit se fixer aux enchères pour pouvoir se faire un minimum de marge. Trop cool. Et puis, on a aussi des lives avec des experts Ah chouette. assez, régulièrement. Par exemple, la semaine prochaine, on va avoir un live avec, une photographe, qui prend en photo, ses sacs et qui arrive à très, très bien les mettre en valeur. Trop bien. Donc voilà, on a eu un expert, sur les, je réfléchis, ouais, c'est sur le vin. On a eu un expert sur le vin, on a Mmh. eu voilà, différents Ah donc types. c'est chouette, vraiment une formation qui reprend la chaîne de valeur de A à Z et surtout qui est vivant parce que ça, c'est très cool dans les formations. Toutes ne le font pas. C'est voilà, de mettre à jour, de rapporter des contenus exclusifs et Et c'est inédits ça. quoi, ça c'est bien. Ouais, c'est ça. On est toujours en train de bosser avec Camille sur des améliorations en continu sur la formation. Voilà, je dirais qu'on doit bosser dessus peut-être, 2 fois par an, tu vois? Donc là, justement, on va avoir une prochaine session qui va ouvrir, si je dis pas de bêtises, il me semble en février, début Mmh. février. Donc voilà, ça va être proche et je pense que la grosse force de Start en Chair, c'est aussi la communauté.
En fait, on a une communauté sur Slack, donc on Mmh. a tous les élèves, qui viennent sur Slack et en fait, on alimente, cette communauté parce que on poste de temps en temps, des, sacs un peu pépites qu'on peut trouver sur les plateformes de seconde main. Mmh. On poste également, des sacs qui sont parus aux enchères à de très bons prix pour donner un peu une rétrospective de ce qui est possible de faire. Trop bien. Des articles aussi un peu de veille de tendance. Camille, elle fait aussi des mini podcasts, boostants et remotivants ou sur certains sujets, donc voilà, c'est très riche et puis surtout, en fait, les élèves participent beaucoup. On a une très grosse énergie avec les Ça, élèves, c'est qui important. La communauté fait beaucoup dans les groupes. c'est ça et tu vois, on a eu là des messages un peu de bonne année des élèves, Trop bien. il y a quelques jours, c'était hyper sympa et c'est vrai qu'elle disait, voilà, bah, c'est super parce que, la communauté m'aide, énormément à franchir certains caps, certains obstacles, on peut s'entraider et c'est ça qui est génial, en fait. C'est vraiment cette énergie-là parce que pour moi, dans n'importe quel type d'investissement ou n'importe quel type de projet entrepreneurial, on a besoin de s'entourer Bien sûr. et la communauté fait beaucoup, comme tu le dis. Mais écoute, je ne sais pas vous, mais qui nous écoutez, qui nous regardez sur YouTube, mais moi, tu m'as donné vraiment envie, d'aller rejoindre cette formation, en tout cas d'attaquer les sacs. C'est une thématique, un domaine que je connais moins, mais en tout cas, hyper intéressant. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Si vous avez envie de prolonger ça, bah, on va vous mettre bien sûr les liens en description, hein, Bien sûr. et des Insta et de liens. Donc je ne sais pas si vous avez un site peut-être Oui, si, pour si. rejoindre la formation? Ouais, ouais, on a un site, bah, en fait, c'est sur, Elle a investi, mais sinon on mettra de toute Cool. façon le lien, effectivement en description, il y a pas de Et problème. bah, génial. Je vous mettrai également, les liens pour suivre Alexia donc sur Story Travaux, ses Insta, ses chaînes YouTube et cetera. N'oubliez pas concernant ma chaîne de rien, de mettre la note 5 étoiles, c'est super important. C'est vrai qu'on consomme, on écoute, on adore l'épisode, mais il faut soutenir les créateurs, donc n'hésitez pas à mettre la petite note, le petit pouce et surtout à nous faire des commentaires si vous avez des questions et tout. On sera ravis d'y répondre. C'est ce qu'on évoquait à l'instant. En fait, le plaisir qu'on a dans tout ça, c'est aussi de créer des communautés, d'échanger avec les gens et de se nourrir de l'énergie des gens. Donc n'hésitez pas à nous solliciter. D'ici là, je vous fais un gros coucou et je vous dis à la prochaine pour l'épisode suivant. Ciao, ciao!